Ma chère Julie, nous allons maintenant parler de la situation sanitaire et de cette histoire terrifiante, glaçante. Ça se passe dans le département des Vosges Ouais. et nous venons d'apprendre que dans une petite commune des Vosges, eh bien, une famille a été décimée par le Covid. Le papa, la maman qui était âgée et le fils. Ouais, d'abord un chiffre, quand même dans l'actualité, plus de 30 000 nouveaux cas de contamination détectés en France ces dernières 24 heures. Le gouvernement donc insiste plus que jamais sur la vaccination et vous le disiez, dernière illustration du danger que représente la non-vaccination. Cette famille décimée dans les Vosges, c'est le titre de cet article de Vosges Matin. En quelques jours, 3 membres d'une même famille de Courcelles sous Châtenois sont décédés du Covid. Le fils âgé de 48 ans et ses parents de 82 et 89 ans, ils n'étaient pas vaccinés, c'était leur point commun. On va écouter la belle-fille du couple décédé, LCI a pu la joindre, elle a témoigné et elle lance un appel à aller se faire vacciner sur LCI. On écoute. Surtout, je veux passer un message, surtout les personnes qui sont sensibles, tu sais, comme les personnes qui atteignent d'une maladie chronique, tout ça. Il faut qu'ils aillent vacciner. Ils ont déjà des complications de santé et en plus de ça, ils ne font pas le vaccin, ça va que empirer les choses, quoi. Voilà, elle lance un appel à se faire vacciner. Ce qui est intéressant, tristement, dans cette histoire, c'est que elle le dit. Alors, elle est allée se faire vacciner, mais ça a été compliqué. Elle comprenait pas Mm. très bien. Elle n'avait pas l'air d'être très informée sur la vaccination. On écoute à nouveau son témoignage. Je ne voulais pas être vaccinée. C'est ma fille qui m'a pris un rendez-vous. Je ne sais même pas comment ça marche. C'est ma fille qui m'a obligée d'y aller vacciner, quoi. Voilà, ça pose Ouais. une vraie question. Comment aller chercher ces 6 millions de Français toujours non Mm. vaccinés dans ces petites communes, notamment? C'est un vrai défi pour les autorités. Oui, il y a aussi, moi qui suis originaire d'une région très rurale dans le sud-ouest, il y a aussi cette certitude raisonnée et rationnelle de certaines personnes, de certains agriculteurs notamment, qui vivent un peu seuls, une famille, parfois avec peu d'événements, peu de connexions avec l'urbain. Donc on se dit, quand on est tous les trois, tous les quatre, dans une ferme, qu'on travaille dans les champs, par exemple, pardon pour la caricature, mais je l'ai vu, Ouais, je l'ai oui, vu, oui, je l'ai vous avez entendu ça. raison. Ben, c'est moins utile de se faire vacciner parce que nous, on ne va pas en ville. Voilà. Mm, Ça, c'est une chose que j'ai entendue mm. de gens qui ne se sont toujours pas fait vacciner aujourd'hui. Une C'est vrai que réaction, on va se les voir. populations les moins vaccinées, bah, ce sont les populations qui sont les plus précaires. Et c'est Mm. pas moi qui le dis, ce sont Mmh. des études les plus précaires, les plus isolées. Vous le Mm. rappeliez, notamment dans des zones rurales éloignées. Et donc, il s'agit pour la caisse primaire d'assurance maladie d'aller au plus proche de ces gens. Donc, en passant aussi par les médecins, parce que les médecins de ville ont un véritable rôle à jouer, parce qu'ils ont des fichiers aussi Mm. de ces patients-là. Donc les médecins de campagne, même si, il faut le reconnaître, il y a une désertification quand même de ces zones-là. Mais en tous les cas, vous avez aussi le rôle des élus locaux. Et on le voit dans la ville dans laquelle je suis élue, où nous jouons aussi un rôle aux côtés de la Caisse primaire d'assurance maladie pour sensibiliser et accompagner aussi ces populations qui sont les plus éloignées de la vaccination. Je voudrais quand même, moi je trouve ça tragique, hein. Ouais, Vraiment, c'est c'est très douloureux, etc. Après, on ne fait pas des politiques de santé publique sur ce genre d'événement. Comprenez ce que je veux dire? Moi, je voudrais que cet événement, on le laisse pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est vraiment un drame. La personne, l'une des personnes avait une insuffisance respiratoire chronique. Il faut se faire vacciner si vous voulez, mais ça ne doit pas. Une famille entière décimée, je lis, et on ne peut pas baser des comportements politiques sur des faits divers, c'est pas possible. Mm. C'est vraiment quelque chose de très douloureux. Moi, j'entends ce que dit la jeune fille en disant faites-vous vacciner. Ça ne doit pas être un moyen non plus d'empoisonnement du Non. débat actuel. En Vous revanche, voyez ce ça que je veux dire? illustre la Ça- dangerosité d'une Je suis non-vaccination, d'accord, alors que les mais millions le- encore... Non, mais le Covid Je ne voulais tue qu'on pas. aille voir... Ce qui est très intéressant, Julie, on va aller voir le médecin tout de suite, Mm. je vous le rends le Vous êtes pas micro dans une d'accord. seconde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est, bon, il y a le contexte, la ruralité, on l'a dit, bon. Mais on a deux seniors, une dame qui est décédée, la maman 82 ans, Ouais. le père 89 ans, et le fils Dominique 48 ans vivait pratiquement 24 heures sur 24 chez ses parents, il ne sortait pas. Parce qu'il avait une maladie grave, vous avez dit, une insuffisance respiratoire, etc. Bon, peut-être était-il même frappé d'obésité. Donc on est sur 3 personnes à risque qui ne sont pas vaccinées. Et bien on a vu ce que ça donne, 3 personnes à risque qui ne sont pas vaccinées.
c'est du 100%. Alors justement, on va en parler avec Elle est là, la morale de le l'histoire. professeur Patrick Berge, professeur émérite de microbiologie, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Merci d'être avec nous. Voilà, ça illustre une nouvelle fois à quel point le risque, en tout cas, de développer des formes graves est plus élevé, bien plus élevé, lorsqu'on n'est pas vacciné. Oui, chez les gens qui sont à haut risque comme ça, véritablement, il faut absolument qu'ils se fassent vacciner parce que, comme vous le voyez, les personnes qui meurent actuellement en réanimation, c'est essentiellement des obèses ou des gens qui ont des diabètes ou qui sont âgés de plus de 65 ans. Enfin, c'est toutes ces personnes fragiles. Donc, il faut les convaincre d'abord de se faire vacciner et de plus de faire la 3e dose puisque avec ce virus, l'immunité baisse assez rapidement. Donc actuellement, une des priorités, c'est de vacciner les gens de plus de 65 ans, bien sûr, mais aussi tous les gens, probablement de plus de 40 ans, c'est ce qui va être annoncé, je pense, pour commencer. Et ensuite, il faut l'étendre à l'ensemble de la population. D'autant plus que, comme vous le savez, il y a une forte contamination actuellement, près de 30 000 personnes contaminées en une journée. Donc c'est un taux très fort. Mais d'un autre côté, le système de santé, c'est notre indicateur, car si le système de santé est submergé, évidemment, ça a des très grandes conséquences dans beaucoup d'autres domaines. Et pour le moment, le système de santé, on est à 8 000 hospitalisés, je crois, et 1 400 personnes en réanimation, avec un potentiel de 5 300 lits. Donc on a encore un peu de marge. Donc il ne faut pas affoler les gens, mais inciter à la vaccination et au rappel de la 3e dose. On est en train, Guillaume Roquette, tout doucettement, de se fabriquer un hiver qui va peut-être ressembler au mois que nous avons vécu depuis 18 mois, depuis 2 ans. Je regardais alors nos voisins, pardon, mais vous en avez forcément entendu parler, mais l'Autriche a reconfiné, les Pays-Bas, confinement partiel, la Suède, le pass vaccinal dès le 1er décembre, l'Allemagne avec des restrictions et même des reconfinements dans certains districts en Bavière et à l'est du pays. En Belgique, le télétravail est obligatoire depuis lundi dernier. Retour du masque. En France, il y a le retour du masque dans beaucoup de communes, dans l'ouest de la France, un peu partout. C'est un air de déjà-vu. Oui, mais dans le déjà-vu, il n'y avait pas le vaccin. Et donc, je pense que c'est ça la grande différence. Le professeur Berge le disait à l'instant, le système hospitalier, pour l'instant, il n'est pas submergé. Alors effectivement, il y a une inquiétude. Je pense que le discours est d'autant plus alarmiste que l'objectif est que les gens aillent se faire vacciner pour diminuer objectivement ce risque de saturation des hôpitaux. Je pense que ça peut marcher pour les dernières personnes qui n'auraient pas entendu parler du vaccin. Moi, je suis très surpris, je ne vous le cache pas, par le cas de ces personnes des Vosges, parce que si, notamment, leur fils était malade, j'imagine qu'il était suivi médicalement. Donc, c'est étonnant quand même qu'il n'ait eu aucun contact avec les médecins. Et puis, vous avez des gens qui ne se font pas vacciner parce qu'ils considèrent que c'est leur liberté et qu'ils veulent prendre ce risque. Alors, bien sûr, c'est irresponsable, mais je pense qu'aujourd'hui, le débat a été tellement porté dans tous les médias, dans toute la classe politique, qu'on ne fera plus changer d'avis ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Je pense que ce sera très difficile. On a vu il y a quelques instants, il y a quelques minutes sur la Guadeloupe, l'image de cet homme masqué en Guadeloupe, le point de départ de ces émeutes en Guadeloupe, c'est bien, on l'a répété 10 fois, c'est n'imposez pas la vaccination, pas de vaccination obligatoire. On a vu cet homme masqué, le visage masqué, il dit tous les vaccins que vous voulez, mais ne nous l'imposez pas. Et vous avez raison. C'est pas la peine de venir avec du rationnel. Le rationnel ne marchera plus avec ces gens-là. Vous savez, il y a aussi ce que ça envoie comme message. Vous posez la question entre l'hiver dernier et cet hiver, et Guillaume Roquette a raison de dire tout est différent parce que nous sommes vaccinés. Mais en réalité, quand on regarde le tableau, on se dit à quoi sert ce vaccin ? Objectivement, je sais bien qu'il enlève les formes graves. J'ai déjà la réponse, moi, parce que moi, je ne suis pas à convaincre, je suis vacciné. Mais pour les gens qui ont du pressentiment, qui ont des questions existentielles, je le redis, et qui ne sont pas classés, on a le droit d'émettre des doutes sans être un complotiste professionnel ou un anti-vax farouche ou un fasciste de la première heure. On a le droit d'émettre des doutes. Eh bien, la réalité, si vous voulez, c'est que quand on voit le tableau, on se dit, mais
À quoi a servi la vaccination? Et puis surtout sur la dramaturgie. Il faut arrêter, merci professeur Berge, de dire pas de dramaturgie. On regarde les chiffres en Italie, en Espagne, en France. Bien sûr que ça monte les contaminations, mais tout est tranquille au niveau hospitalier. Tout est tranquille et ce qui n'est pas tranquille et tout ce qui est intranquille Petite hausse des n'est hospitalisations. pas lié au Covid, est lié à la façon dont l'hôpital a été massacré depuis des années et manque de moyens depuis des années. Bon, en tout cas, maintenant, il est question, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas du tout vaccinés, puis ceux qui sont doublement vaccinés, comme nous tous autour de ce plateau, et de l'efficacité du vaccin au bout d'un certain temps. Donc la question de la troisième dose, effectivement, se pose. Elle sera abordée lors du Conseil de défense sanitaire demain. Pour l'instant, elle concerne les plus de 65 ans et les personnes à risque. À partir du 1er décembre, ça sera les 50-64 ans. Mais déjà, un petit peu, il y a des élus qui le disent, bah non, nous, on veut vacciner tout le monde. C'est le cas de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui le dit. Moi, je veux vacciner tout le monde, quelles que soient les classes d'âge. Il va le faire. Il le dit à partir du 1er décembre. On l'écoute, le maire de Nice. Je demande enfin au gouvernement, cette fois-ci, là où il a décidé la troisième injection pour les plus de 50 ans, après avoir décidé pour les plus de 65 ans, et bien que dès aujourd'hui, on nous permette de vacciner tous ceux qui le souhaitent pour cette troisième injection, quelle que soit leur classe d'âge, à partir de 12 ans en tout cas. Et d'une certaine façon, Olivier Véran lui a répondu indirectement. Bah, lui, il le dit, on a encore le temps, on va prendre un petit peu notre temps pour cette troisième dose, en tout cas pour les plus de 40 ans. On écoute le ministre de la Santé aujourd'hui. Je note que la Haute Autorité de Santé nous encourage à recommander la vaccination, la troisième dose, la vaccination de rappel pour tous les Français âgés de 40 ans et plus, dès lors qu'ils sont à 6 mois de la dose précédente. Il y a très peu de quadragénaires dans notre pays qui sont déjà à 6 mois de la deuxième dose. Ça arrivera au cours du mois de décembre progressivement. Donc ça nous donne la possibilité de nous organiser si la décision était entérinée demain. Qu'est-ce que vous disiez, Françoise Degois, sur l'Italie ? L'Italie, à partir du 1er janvier, vous pouvez, quel que soit votre âge, à partir de 12 ans, vous faire vacciner. Fabriquer, Donc, regardez un peu le lapsus linguae. D'accord. Toute l'Italie, à partir du 1er janvier, peut aller se faire vacciner. Absolument. Et c'est déjà le cas en Israël. En Israël, depuis le juillet, toutes les personnes de plus de 60 ans peuvent se faire vacciner. Ouais. On n'est pas dans l'assujettissement du pass sanitaire. Toute la question va être de savoir si on perd son pass sanitaire si on n'a pas la troisième dose. Alors, professeur Patrick Berche, vous évoquiez la troisième dose à l'instant. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu du temps Même Emmanuel Macron le dit, a priori, on va progressivement aller vers des rappels pour toute la population. On voit que la situation dégénère. Est-ce qu'on ne devrait pas l'ouvrir à tous, cette troisième dose ? Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite et que, comme l'a souligné le ministre de la Santé, on a déjà peu de gens qui sont à de 40 ans qui sont éligibles à 6 mois de l'injection. Je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit par quelqu'un, à savoir qu'il ne faut pas dramatiser la situation. Et actuellement, la pression sur le système de santé, elle est faible pour le moment. Bien sûr, il y a d'énormes problèmes pour les hôpitaux qui sont le résultat d'une politique de déréliction depuis une dizaine d'années. Et donc, il faut mettre l'accent sur le fait qu'on doit recruter, on doit payer plus les gens. Il y a quand même une restructuration du système de santé. Et donc, je dirais aussi que je ne pense pas qu'on aille vers le confinement, car il faut bien dire, ça ne sont pas des cas, ce sont des contaminations, la plupart du temps, heureusement, asymptomatiques. Et donc, alors, dernier mot, je voulais dire aussi que les non-vaccinés, je pense que la plupart d'entre eux ont peur. Ils ont réellement peur du vaccin ARN, c'est trop nouveau, etc. Il faut ne pas arrêter de leur dire qu'il y a au moins 3 milliards de personnes qui ont reçu ce vaccin, que ce vaccin est utilisé, non pas dans sa forme actuelle, mais il est utilisé, les vaccins ARN sont utilisés depuis plus de 10 ans, qu'on a du recul. Et ceux qui ont vraiment le plus peur, il faut leur proposer le vaccin qui marche un peu moins bien, mais qui est efficace, le vaccin particulier, le vaccin qui ressemble à celui de la grippe, qui n'est pas un vaccin ARN, mais qui est avec des virus qui ont été tués. Donc, je crois que le plus important, c'est d'abord de vacciner les gens de plus de 80 ans, les 500 000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées actuellement, parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. La plupart d'entre elles sont handicapées, elles ont des problèmes. Et puis, les autres, eh bien, il faut faire la troisième dose et puis essayer de convaincre quand même, non pas par des mesures combinatoires, mais convaincre les gens que c'est pour leur bien qu'ils se fassent vacciner, surtout
s'ils ont une comorbidité, s'ils ont un diabète, de l'hypertension. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir sur LCI. On le sait, dans le Conseil de défense sanitaire, demain, a priori, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que pas de retour de confinement à ce stade. Ça, c'est ce qui a été dit. Les fermetures de lieux ne sont pas des pistes sur la table. Alors, il y a la question de la troisième dose, effectivement. Mais certains le disent, notamment le président du Conseil scientifique, la vaccination, ça ne sera pas suffisant. Est-ce qu'il faut mettre en place d'autres mesures, d'autres restrictions, comme ils le font en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, plus de télétravail imposé, ce genre de choses? Vous allez plus loin? Moi, je pense pas. Enfin, à l'état, en l'état actuel, je pense que c'est pas nécessaire d'aller plus loin parce que bon, il y a une recrudescence des cas qui sont des cas de personnes contaminées. On en arrive à 30 000, mais il n'y a pas de saturation au niveau hospitalier. Bien sûr que le vaccin ne suffit pas puisqu'il faut l'accompagner de gestes barrières. Et je pense que, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les épidémiologistes, c'est que cette recrudescence des cas de Covid est due à un relâchement des gestes barrières, à un virus aussi, un variant qui est extrêmement aussi contagieux, et puis à une couverture vaccinale qui n'est pas suffisante concernant une certaine population. Mais les Français ne supporteraient pas des mesures restrictives comme en Autriche, comme en Belgique. Pourtant, certains spécialistes le disent. On pourrait avoir une vague comme en Autriche. Les amis. Il y a eu que près de 96 morts hier et 47 morts en moyenne par jour dans la semaine. C'était 11 ou 12 de plus que la semaine précédente. Bon, les chiffres de la létalité de la mort augmentent. Cet hiver, ça va être pire. Il y aura peut-être des journées à 150, 200 morts. Est-ce que la société française va accepter 200 morts, peut-être 250 morts tous les jours en décembre ou en janvier? Parce qu'il y a quand même 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, donc qui vont grossir les rangs les lits de réanimation. Il y a également le vaccin n'est valide que sur 90 ou 95% de la population. Donc, sur les 50 millions de personnes vaccinées, il y en aura donc 5 millions qui ne seront pas couverts. Il faut les rajouter aussi, ceux-là. Ils ne seront pas couverts parce que le vaccin, ce n'est pas du 100%. Donc, il va y avoir des morts, il va y avoir des Français en réanimation. Donc, est-ce que la société française, cet hiver, au moment des fêtes de Noël, pourra accepter 100 maugrés, 100, 200 morts, peut-être 300 par jour, j'en suis pas certain. Et à ce moment-là, on reparlera des gestes barrières et on reparlera des mesures restrictives. Et je peux vous dire qu'il y aura forcément des jauges dans les restaurants, dans les cinémas, comme l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que oui, la société française peut l'accepter. D'abord parce que des morts, il y en a tous les jours en France. Et que, pardon de cette banalité, mais la mort fait partie de la vie. Que dès lors qu'on a proposé aux gens de se faire vacciner, que s'ils le souhaitent, ils le peuvent, que donc il y a suffisamment de vaccins disponibles. Dès lors que les gens connaissent les gestes barrières, dès lors que dans les entreprises, on a pu réfléchir à la façon de mettre en place le télétravail si nécessaire, eh bien, les Français, je pense, n'accepteraient pas de s'arrêter à nouveau de vivre. Peut-être qu'on n'avait pas le choix, sans doute même, et même certainement en mars 2020, parce qu'on ne connaissait pas ce virus, parce qu'on n'avait pas de vaccin. Aujourd'hui, la situation est différente. Je ne sais plus qui disait qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Eh bien, je crois que ça reste vrai aujourd'hui. Simplement, comme pendant 6 mois, on a eu le sentiment qu'on était débarrassé de ce truc, on a repris nos mauvaises habitudes. Mais je pense qu'on est capable aujourd'hui de continuer à vivre avec le virus, même s'il y a des morts. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que j'ai toujours été frappé par l'acceptation des Gaulois réfractaires aux décisions les plus dures sanitaires. Et quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, alors je ne sais pas celle qui reviendrait si on rétablissait des jauges. Confinement, je pense que c'est hors de question. Les vacances de Noël, personne n'y touchera. En tout cas, un gouvernement digne de ce nom et pas complètement fou à 4 mois d'une présidentielle, ne touchera pas aux sacro-saintes vacances de Noël. Ou alors, on plie les gaules et on s'en va, on arrête de faire la politique. Mais je pense, moi, contrairement à ce que Guillaume dit, que les Français ont une capacité d'accepter des mesures autoritaires. Pourquoi ? Parce que c'est la peur qui est en train de prendre le dessus. Et c'est ça qui me gêne dans tout le discours médiatique. Et encore une fois, merci le professeur Berche. C'est un des rares qui n'a pas de discours de dramaturgie. La peur est en train de revenir. Les Français ont une acceptation des mesures autoritaires qui est incroyable. Le rebond de popularité d'Emmanuel Macron, c'est le pass sanitaire. Le truc le plus dur qu'on ait jamais eu. Vous avez vu, Julie, que je regrette. Sur notre antenne, il y a 2 ou 3 jours, l'économiste Nicolas Bouzou était l'invité, je crois, de David Pujadas, et il faisait le constat que
dans la deuxième ou la dernière partie de cette crise sanitaire, les Français, collectivement, s'étaient comportés comme les Allemands et que les Allemands s'étaient comportés comme les Français. C'est-à-dire qu'on était très Vous êtes disciplinés. d'accord avec ça? Et les Italiens, les Français, les Espagnols se sont comportés comme des peuples nordiques. Et les Nordiques ont fait n'importe quoi. Voilà, c'est bien. Marrant, intéressant. Mais je pense que si Les Emmanuel Italiens Macron... sont encore plus disciplinés. On va l'écouter peut-être. Ouais. Très bien. On me dit qu'on l'a, Barbara me l'indique. On l'écoute. Si je voulais caricaturer, je dirais depuis 6 mois, les Français se comportent en allemand et les Allemands se comportent en français. J'ai beaucoup voyagé, je vous l'ai déjà dit, le respect des gestes barrières en France, il est absolument exemplaire, beaucoup plus qu'en Allemagne. Et donc on peut comprendre que certaines personnalités politiques en Allemagne, notamment le ministre de la Santé, aient quand même besoin de déclencher un électrochoc. Alors qu'en France, franchement, le comportement de nos concitoyens est exemplaire. Je vous ai rejoint en métro. Tout le monde a son masque dans le métro parisien. Tout le monde essaie de respecter des distances. Je trouve ça, mais absolument remarquable. Vous souhaitiez réagir rapidement, Il a dit mieux que Guillaume. moi. Il a dit mieux que moi, mais vous voyez, j'ai pas trahi sa pensée. Non, Guillaume, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Et si Emmanuel Macron effectivement tire profit de sa gestion de la crise sanitaire, c'est aussi parce que il est sorti du tout ou rien, c'est-à-dire et qu'on est sorti de ces mesures coercitives de confinement. Je pense qu'il y a une responsabilisation des gens. Le simple fait que les gens qui meurent, dont parlait Éric Brunet à l'instant, eh bien, ces gens qui meurent, dans l'immense majorité des cas, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Je ne vais pas dire tant pis pour eux, parce que ce serait du cynisme, mais je dirais qu'il y a une forme de responsabilité qui peut aller jusqu'à des conséquences dramatiques comme celle-là, mais encore une fois, ce n'est pas le virus qui peut abattre n'importe quel d'entre nous à n'importe quel moment. Cette réalité, c'est plus celle-là. Alors, on va en c'est parler pas avec le restitué député à tout. Bruno Bonnel, Françoise, député La République En Marche du Rhône. On le disait quand même, Conseil de défense sanitaire demain. Est-ce qu'il faut donc élargir, selon vous, Bruno Bonnel, ou est-ce que vous avez des billes à nous donner? Est-ce qu'on va vers plus de restrictions, un élargement du pass sanitaire, du port du masque peut-être dans certains lieux? Est-ce qu'il faut en tout cas renforcer les mesures restrictives en France, comme on le fait ailleurs? Bonsoir, écoutez, je pense que pour commencer, il faut rappeler que c'est cette politique qu'on a menée avec le pass sanitaire qui a fait tant de bruit et avec la vaccination encouragée et non pas obligatoire, mais qui a quand même un score remarquable, qui fait qu'on est protégé. Une fois encore, je voudrais rappeler, parce que je l'ai entendu trop sur les antennes, la vaccination n'empêche pas d'attraper la Covid. Elle empêche de dériver vers une forme grave de la Covid et donc vers l'hôpital et malheureusement pour certaines personnes vers la mort. C'est important de le rappeler. Là-dessus, sur les mesures, c'est une gradation. Je pense qu'il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui probablement seront impossibles. Imaginer un reconfinement ou un couvre-feu, c'est comme essayer de reboucher une bouteille de champagne. Ça ne marchera pas sur la société française. Par contre, faire comprendre aux gens qu'il est sage, pour empêcher la diffusion du virus, de remettre un masque dans les centres-villes ou en extérieur, ou de revenir à des jauges raisonnables pour des lieux publics, je crois que ça, c'est quelque chose que les gens comprendront et qui se fera même probablement assez naturellement. Donc ça, c'est une piste, remettre le masque en extérieur. Et les jauges. Oui, je pense que c'est une piste, et c'est une piste que moi je connais depuis très longtemps. Je voyage aussi comme Nicolas Bouzoul souvent, et je peux vous dire qu'au Japon, quand les gens sont grippés ou un rhume, ils mettent spontanément un masque, et c'est une habitude qu'il va falloir prendre, une habitude qui va faire partie de notre société d'une façon permanente. Donc protéger soi-même et les autres par un masque devient un réflexe, et deviendra pour de société. C'est comme, Monsieur Bonnel, c'est comme cette troisième dose qu'on appelle une troisième dose, mais qu'on va appeler désormais le rappel annuel. Voilà, on sait qu'il y aura en gros, il y aura un rappel annuel. Voilà. Exactement. Et moi, je suis vacciné de la grippe. Je ne sais pas si certains d'entre vous le sont. Chaque année, je prends mon rappel de la grippe. Eh bien là, on prendra pour certains d'entre nous, quand on en connaîtra encore plus sur cette maladie, parce qu'il faut bien comprendre, premier confinement, on ne sait rien, c'est l'incertitude, c'est la peste noire, la peste bubonique. Aujourd'hui, c'est une maladie qu'on sait maîtriser avec un vaccin et probablement dans les mois qui viennent avec des médicaments. Le monde a changé. Par contre, c'est toujours une maladie qui peut nous affecter. Et il y a, je le rappelle à tous nos téléspectateurs, qu'il y a 10 000 personnes en période malheureusement normale, 10 000 personnes à peu près qui meurent de la grippe chaque année. Donc la Covid faisant des morts, si on est dans une situation qui malheureusement sera normalisée, ça sera quelque chose comme on connaît d'autres maladies. Donc ce qu'on a réussi à éviter avec cette vaccination et ces passes sanitaires, c'est l'emballement d'un système qui a amené autant de drames
que nous contenons. Donc moi, je crois qu'il faut venir à des mesures, on l'a dit le mot tout à l'heure, de responsabilité, plutôt que des mesures coercitives, annoncer qu'on doit remettre les masques en période de froid, de risque épidémique, c'est quelque chose qui, à mon avis, sera acceptable par la population. On en saura sans doute davantage demain à la mi-journée. On saura exactement ce qu'il en retourne de cette troisième dose. Il va y avoir des éléments. Conseil de défense sanitaire, Ouais, donc ouais. forcément on aura plus de billes demain sur les Bon. potentielles nouvelles mesures mises en place. Bien, merci monsieur le député. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Bonne soirée à l'écoute d'LCI. Bon, il est 23h, mesdames, messieurs. On a un petit rituel à 23h tous les soirs dans Brunet et compagnie. C'est le journal. Et on commence donc avec la situation sanitaire. Plus de 30 000 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures en France. C'est une première depuis la mi-août. Autre chiffre qui illustre d'ailleurs la dégradation de la situation. L'exécutif va prendre 6 000 classes fermées dans l'éducation. Alors l'exécutif va-t-il prendre de nouvelles mesures? Conseil de défense sanitaire, vous le disiez Eric, prévu demain avec peut-être le modèle allemand en tête. En Bavière, dans une commune à la frontière avec l'Autriche, un confinement de 3 semaines débute dès demain. Tous les commerces non essentiels doivent fermer. On fait le point avec Charlie Nurel et Marine Truchot. Il reste quelques heures à cette restauratrice pour ranger sa terrasse et mettre son café en ordre. Confinement oblige, comme tous les commerces non essentiels, elle ferme pour 3 semaines minimum. J'ai des clients qui viennent tous les jours et ils sont très énervés de ne pas pouvoir venir demain. Ici, depuis le début de la pandémie, c'est le 3e confinement qui commence. On pensait pouvoir venir profiter de Noël, accueillir des touristes, contrairement à l'année dernière. Et maintenant, tout ferme, les commerces, le marché de Noël est annulé. C'est vraiment une situation très préoccupante. Dans cette ville située à la frontière autrichienne, le taux d'incidence est à plus de 1400 pour 100 000 habitants, largement au-dessus du seuil de 1000 fixé par les autorités pour instaurer un nouveau confinement. Pour les gens comme moi, doublement vaccinés, ce confinement n'est pas une bonne chose, car je subis la même situation que les non-vaccinés, et ça ne me plaît pas. Que peut-on faire pendant son temps libre quand on ne peut pas aller au cinéma ou aller lire un livre ou écouter de la musique dans un bar? Avec près de 85 000 cas ces 7 derniers jours, la Bavière est la région d'Allemagne qui enregistre le plus de contamination. Voilà, Conseil de défense sanitaire demain. Sachez par ailleurs que 6 000 classes sont actuellement fermées. Il s'agit essentiellement de cas constatés dans les écoles primaires. C'est ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui nous rappelle toutefois que l'année dernière, au pic de l'épidémie, il y avait 12 000 classes fermées. Et pour être tout à fait complet, sachez que l'Agence européenne des médicaments se prononcera d'ici quelques semaines sur l'autorisation de la pilule anti-Covid de Merck. Ce comprimé sera commercialisé sous le nom de Lagevrio. Le régulateur européen doit évaluer les bénéfices et les risques du médicament après une demande d'autorisation de mise sur le marché. Également dans l'actualité, ces nouvelles violences en Guadeloupe, des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre la nuit dernière. Le gouvernement craint maintenant qu'une possible contagion à la Martinique voisine. Là aussi, des policiers et des pompiers ont été visés par des tirs. Réaction de Gérald Darmanin, la situation est toujours très difficile. Le rétablissement de l'ordre public est le préalable de toute discussion, dit-il. Par ailleurs, on apprend que le couvre-feu a été prolongé jusqu'à ce week-end. On n'est pas dans une crise sanitaire. Il faut avoir le courage de dire « nous ne sommes pas dans une crise sanitaire ». C'est un prétexte, la crise sanitaire. Il y a un problème, une véritable problématique concernant le faisceau de problèmes qu'il y a et qu'il faut résoudre. Et je pense que la méthode, personne n'a encore trouvé la véritable méthode. Et effectivement, il y a un véritable chantier à mettre en place. Voilà, de son côté, Jean-Luc Mélenchon a jugé l'envoi du GIGN et du RAID sur place comme une provocation absolument inutile. C'est ce qu'il dit, le président de la France Insoumise, qui demande une nouvelle fois l'abandon des sanctions contre les personnels soignants non vaccinés. On l'écoute. Il faut mettre des choses tangibles sur la table, montrer qu'on a compris où sont les problèmes. Et déjà commencer par dire qu'on ne licenciera pas, on ne suspendra pas les personnels qui ne sont pas vaccinés, exactement comme on l'a fait en Martinique. Il faut arrêter des raideurs d'autorité qui ne mènent nulle part. L'autorité, ça ne fonctionne que quand c'est respecté.
Et pour qu'une autorité soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. C'est donc au pouvoir de rendre respectable l'autorité pour qu'elle soit respectée. 6 mois de prison avec sursis pour l'homme qui a visé Dimitri Payet. Le tribunal correctionnel a rendu son verdict 2 jours après le jet de bouteille lors du match OL-OM. Peine assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction d'aller au stade à l'Olympique lyonnais pendant 5 ans. C'est Éric. scandaleux, Julie. Permettez-moi d'intervenir. En 2 ans, des sanctions ont été prononcées aux États-Unis contre des spectateurs de matchs de NBA. Il y a un spectateur un jour, des Jazz, je crois, qui a jeté des cornflakes sur un basketteur. Il a écopé d'une interdiction à vie de fréquenter les parquets. Un autre jour, un type a jeté un projectile pas du tout dangereux sur un joueur. Même chose, interdiction à vie. Voilà, là, on voit quand même une bouteille d'eau en plastique, peu importe, qui est jetée dans la tête d'un joueur qui est touché. Et là, on a des interdictions, du sursis, interdiction d'aller au stade pendant 5 ans, 3 ans, 2 ans, 15 jours. Oui. C'est ridicule. Mais Éric, vous sous-entendez que la justice française serait laxiste? J'ai du mal à le croire. Non, mais, vous avez raison. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, 6 mois de prison donc. La justice française est laxiste. Ça peut mal finir, on ne se rend même pas compte du traumatisme que ça peut être même pour un joueur. Moi, j'ai détesté les débiles sur Twitter qui s'amusent à raconter que Dimitri Payet fait de la connerie, qui surjoue, etc. Mettez-vous à sa place, parce que nous, on voit que c'est une bouteille. Mais quand vous recevez le projectile, vous savez pas, vous avez recevu par derrière. C'est hyper... Non, à vie, je suis d'accord. Je rappelle que ça fait 2 fois. Je deviens aussi réac que vous, c'est dingue. Vous vous souvenez, Payet sur le match contre l'OGC Nice? Bien sûr. Vous avez vu Payet, ça fait 2 fois. 6 mois de prison, donc, avec sursis, Éric, pour le jeteur de bouteilles. Pourquoi je vous agace, c'est ça? Absolument pas, mais il faut un petit peu avancer. J'ai troublé l'ordonnancement de votre journal. Non, vous l'avez enrichi, mais maintenant il est temps d'avancer, mon cher Éric. Allez, une dernière image dans l'actualité. C'est déjà Noël au Vatican, un sapin de 28 mètres de haut au cœur de la place Saint-Pierre. Sachez que cet arbre a été offert au Vatican par la région de Trentino, dans le nord de l'Italie. Donc le 31 en français. Le 31. Voilà, moi je dis italien, Trentino. Le 31, ça fait un peu... Bon, il faut qu'on parle, Julie, il faut qu'on parle de ce sondage assez incroyable. Des sondages sur les candidats à la présidentielle au premier tour, il y en a eu légion, mais celui-là est intéressant parce qu'il met en parallèle les valeurs de Zemmour et les valeurs de Marine Le Pen. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que... c'est pas un bon sondage pour Zemmour. Non, son image s'effrite un petit peu. Il y en a plusieurs, donc on va les regarder ensemble. Alors Éric Zemmour, vous allez le voir, arrive toujours en tête des personnalités politiques les plus rejetées, à 61%. 4 points de plus qu'en septembre, un record pour le baromètre Odoxa. Il devance Jean-Luc Mélenchon qui est à 55% et Marine Le Pen donc qui est à 49%. Une large majorité des Français aussi qualifient Éric Zemmour de raciste. 70% des Français, 10 points de plus que Marine Le Pen et beaucoup plus agressif que Marine Le Pen là encore. 70% des Français jugent le polémiste agressif contre 55% pour Marine Le Pen. Et puis peut-être le plus important, si 27% des Français considèrent que Marine Le Pen est capable de diriger la France, ils ne sont que 13% à le penser pour Éric Zemmour. Renaud Pilat, vous souhaitiez réagir sur ce sondage. On sent que ça se complique quand même pour Éric Zemmour. Une image assez négative finalement aux yeux des Français alors que l'échéance se rapproche et qu'il doit officialiser sa candidature dans les tout prochains jours. Oui, c'est sûr que si l'objectif d'Éric Zemmour c'était de devenir le nouveau diable de la vie politique française, un peu comme Jean-Marie Le Pen à l'époque, vous vous souvenez, eh bien c'est réussi parce que lorsqu'on regarde les chiffres de ce baromètre Odoxa, c'est un record. Jamais une personnalité n'a été testée, une personnalité politique n'a été testée avec un taux de détestation aussi fort. Alors, qu'en penser? Eh bien, il y a eu peut-être pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, la fusée Éric Zemmour qui est arrivée avec le coup d'éclat permanent. Mais lorsque vous montez à 16 ou 17... eh bien, le regard des Français, le regard de l'opinion commence à changer. Et avec ces dérapages, l'outrance, qui est sa stratégie assumée encore aujourd'hui depuis 3 semaines et demie, eh bien, peut-être qu'un grand nombre de Français, même ceux qui le soutiennent, ont commencé à se dire, à 16-17, des intentions de vote, regardons l'image, et effectivement, tous les items sont très mauvais pour lui, et du coup, paradoxalement,
recentre Marine Le Pen, qui du coup, c'est un comble, apparaît comme désormais sympathique, presque sympathique et recentré. Dernière chose, 2 bémols quand même, qui montrent le trou d'air, en tout cas en termes d'image pour Éric Zemmour. Premièrement, l'image n'est pas toujours corrélée au résultat électoral. Vous pouvez avoir une très mauvaise image. Je prends le cas de Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque, et pourtant il arrive au second tour en 2002. Et deuxièmement, eh bien, la campagne présidentielle, me semble-t-il, va avoir une deuxième grande étape. La semaine prochaine, déclaration de candidature d'Éric Zemmour et le grand meeting 5 décembre au Zénith à Paris. Pas de déclaration à Marseille samedi comme la rumeur l'avait annoncé, plutôt la semaine prochaine. Et puis deuxièmement, lorsque le candidat LR va être déclaré le 5 décembre, je suis persuadé qu'une nouvelle phase de la campagne va démarrer. Et là, Éric Zemmour aura peu de temps pour consolider sa dynamique. Sinon, quand vous commencez à baisser en janvier, là, franchement, ça deviendra compliqué, notamment pour les financements. Merci Renaud Pila. Nous sommes en ligne avec Stanislas Rigaud, mesdames, messieurs, qui est le président de Génération Z, Z comme Zemmour. Bonsoir Stanislas Rigaud. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau par ce Skype. Merci d'être avec nous. Comment vous expliquez ce passage à vide quand même? Parce que le monde politique, on l'a vu avec le maire de Béziers, on l'a vu avec Jean-Marie Le Pen qui prend ses distances avec Zemmour, le monde également médiatique qui s'est un peu enflammé sur le cas Zemmour il y a quelques semaines, qui semble un peu plus circonspect maintenant, la planète sondagière, elle aussi qui donnait des sondages formidables pour votre candidat de cœur, et maintenant on voit que ça se tasse un peu. Comment vous expliquez ce passage à vide? Bon, écoutez, moi, j'ai pas l'impression que ça va passer vite. En effet, il y a un palier. Je pense qu'il y a un palier qui a peut-être été atteint. Et là, on est sur un palier. Je pense d'ailleurs, si je me prête à une analyse, que c'est un palier notamment de chaîne info. Et qu'aujourd'hui, demain, si Éric Zemmour se présente, il va se présenter sûrement dans les jours à venir, ça fait plus de doute, il va passer un cap. Il y a Monsieur Pilat a raison, la campagne va prendre un nouveau tournant avec le choix du candidat LR. Éric Zemmour va commencer à faire les grandes messes médiatiques, notamment, par exemple, j'en sais rien, l'émission politique, les JT de TF1 et de France 2. Pour ne pas les citer. Et tout ça, je pense, va contribuer à de nouveau redynamiser la campagne d'Éric Zemmour. Après tout, les sondages baissent chez Odoxa, il n'a jamais été très haut dans cet institut de sondage. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà été amené à commenter les sondages sur le plateau. Je suis évidemment beaucoup plus content et heureux de commenter les sondages tant qu'ils sont bons, mais comme j'ai eu tendance à essayer de le dire à chaque fois, il ne faut ni s'emballer de façon trop enthousiaste, ni tomber dans le défaitisme sur les sondages sont un peu moins bons. Les sondages restent plus que corrects, nous en sommes heureux, la campagne va commencer réellement pour Éric Zemmour quand il sera candidat. Vous avez rappelé... Enfin, ça se tasse un petit peu quand même, Stanislas Rigaud. Je voulais qu'on fasse un petit tour de plateau aussi. Guillaume Roquette, comment on explique quand même que soudainement, parce qu'il n'a pas changé, Éric Zemmour, il a toujours polémiqué, il a toujours aimé ça, soudainement, alors que l'échéance se rapproche, les gens se rendent compte que finalement, peut-être qu'il ne pourra pas assumer, il n'aura pas cette carrure présidentielle, et donc l'engouement se baisse un petit peu. Comment vous l'analysez? Oui, que l'engouement baisse, ça c'est certain, et c'est un vrai risque stratégique pour lui. Parce que tout le projet d'Éric Zemmour, c'est de dire je peux unir la droite et les gens qui sont partis vers l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, elle, ne peut pas arriver au pouvoir pour des raisons morales, entre guillemets, à cause de ce qu'est le Rassemblement national, de ce que porte le nom de Le Pen, etc. Et puis si lui souffre d'un discrédit moral aussi, c'est toute sa stratégie qui est remise en cause. Je pense qu'il y a une espèce de cristallisation qu'on voit dans les sondages aujourd'hui, des attaques qui sont quand même quotidiennes contre Éric Zemmour sur des sujets qui ne sont pas au cœur de son offre politique. Et sans doute a-t-il eu tort de répondre sur ce thème. Moi, je pense, par exemple, parce que j'ai relu très attentivement, j'ai réécouté ces déclarations, quand on dit « Zemmour réhabilite Pétain », non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'empêche qu'il devrait dire, sur ce sujet, si j'ai été mal compris, j'en suis désolé, parce que c'est pas là-dessus qu'il veut être élu président de la République. On n'est pas en train d'élire le président de la chaire d'histoire moderne à la Sorbonne. De la même façon, je ne comprends pas pourquoi le débat se cristallise ainsi sur les femmes, parce que les propositions d'Éric Zemmour pour la France, elles ne tournent pas autour de tout cela. Donc, non, mais quand un futur potentiel président tient des propos misogynes, vous comprenez que ça heurte une grande partie de l'électorat. Oui, mais
je pense que là encore, il y a un problème d'expression certain. Quand il dit, par exemple, qu'il est contre la parité, moi aussi, je suis contre la parité. Est-ce que je suis misogyne pour autant? Je ne le pense pas. Les hommes sont minoritaires sur ce plateau, enfin, jusqu'à l'arrivée de Renault. Est-ce que Non, mais il y a eu une accumulation c'est pas à cause de la déclarations. parité, c'est parce que vous êtes des gens compétents. Quand il dit « je suis désolé que les femmes n'incarnent pas le pouvoir », il y a un Oui, petit mais souci. effectivement, il a il n'y écrit a pas ça. que ça. il y a pas Guillaume, que quand ça, il va devant le d'ailleurs. Bataclan, franchement, y compris dans son entourage, ça n'a pas fait l'unanimité. Il avait besoin d'aller devant un cimetière pour faire une conférence de presse? C'est vrai, mais vous avez aussi eu des victimes du Bataclan et des familles qui ont dit il faut dire les choses, on a le droit de parler. Je pense que Éric Zemmour, oui, c'est possible. Non, franchement, c'était pas. Il y a une accumulation. Il y a quand même une accumulation. D'abord, je ne suis pas ici le défenseur d'Éric Zemmour. Je constate simplement que sur les plateaux, c'est toujours haro sur Zemmour. Je veux dire, c'est quand même la cible favorite de tout le monde médiatique. Ce qui est possible, parce que on commente le plateau. Bien sûr. On commente quand même du vent, pardon. C'est très bien que les sondages, bon. Bah, merci Éric Bonnet, alors. La médiasphère, j'en fais partie. Elle s'emballe, elle se désemballe. On ne sait pas ça pourquoi. la semaine dernière, vous m'aviez envoyé. Non, mais vous aviez peut-être raison. Vous avez souvent raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que cet emballement qu'il y a eu, il était factice. Peut-être que ce plateau que l'on commente maintenant, il est factice. Allez savoir. Peut-être qu'au fond, dans l'opinion, au cœur de la France, peut-être qu'en ce moment même, Zemmour gagne des points et on ne le voit pas. C'est tout à fait possible. Je voulais juste dire un point. Non, mais répondez à ma question. Je pense que non. Vous croyez au plateau, vous? Moi, je crois au toboggan. Au toboggan. Je pense à la chevènementisation. Bon, c'est ma théorie depuis le début, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'une campagne, ça répond à des rythmes que même si on était Emmanuel Macron, qu'on a donné le sentiment d'avoir fait la campagne autrement, ça n'est pas vrai. Ça a répondu à des rites, à des critères toujours les mêmes, masqués. C'est-à-dire que c'était des vieux trucs maquillés en jeunes trucs qui n'avaient jamais été faits. Je pense qu'on arrive à un moment d'interrogation, de personnalisation. Je suis d'accord avec Guillaume sur la façon de faire d'Éric Zemmour. Il y a des fautes de langage. Même Donald Trump n'est jamais allé faire campagne sur le Grand Zéro. Aller Bataclan, je pense que Bataclan, c'est quelque chose qui est un point de rupture. C'est-à-dire qu'il y a même des gens de droite qui se disent, qui regardaient Zemmour, qui se disent non mais c'est pas possible. Avec lui, ça va être la guerre permanente. Avec lui, si on part vers lui, d'ailleurs on voit bien dans les enquêtes, l'électorat de droite qui reflue en partie vers sa famille d'origine ou vers Emmanuel Macron, parce que c'est la guerre permanente. Donc il y a quelque chose. Et deuxième point, Éric Zemmour, c'est très simple ce qu'il a fait. C'était la Blitzkrieg. Il voulait en 3 semaines dépecer Marine Le Pen et la droite. Ça n'a pas marché. Et attendre les ralliements pour arriver au zénith avec, regardez, j'ai amené tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. Marine Le Pen a résisté parce qu'elle a de la bouteille et qu'elle a un appareil, surtout. Elle a de l'impact. Et est-ce que l'officialisation de sa candidature dans les 3 prochains jours peut changer quelque chose? Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que ce n'est pas une nature de rebond. Il y a quand même un truc sur Pétain. Je vous repasse le micro. Mais il y a quand même un truc que vous avez dit sur Pétain et qui laisse à croire quand même que Éric Zemmour manque un peu d'intelligence sociale. Vous avez raison. Même Marine Le Pen, on la voit aujourd'hui plus ronde, plus douce, moins anguleuse quand elle s'exprime. Et que Zemmour soit pas capable de dire aux gens, écoutez, sur Pétain, il n'y a pas de sujet. Parce qu'au fond, il pourrait dire, ça a été une thèse, le glaive et le bouclier, qui a été défendue par Henri Amouroux, par des tas d'historiens français, etc. Donc il aurait pu essayer de l'envelopper, ça, pour essayer de faire passer le truc. Mais il ne le fait pas. Est-ce qu'on peut représenter les Français et aller loin dans un processus électoral comme la présidentielle quand on n'a pas de chair? Je pense qu'il a voulu, et c'était nécessaire, dire à des électeurs potentiels, moi, j'assume ce que je suis, sous-entendu, je ne vous trahirai pas. Et je pense qu'autant il a raison de le faire sur les sujets qui sont le cœur de son offre électorale, c'est-à-dire l'immigration, l'insécurité, l'assimilation, autant sur ces sujets historiques, ce systématisme, à mon avis, a été contre-productif. Juste un mot, peut-être un bémol, ce que dit Françoise de Gaulle est très juste sur une forme de reflux des électeurs de droite. Il faut quand même voir que cette baisse dans les sondages de Zemmour est concomitante avec une forme d'intérêt pour la campagne LR. Et que donc, il faut d'abord savoir qui sera le candidat des LR avant de savoir si c'est durable. Voilà, c'est une nouvelle phase. Parce que je pense qu'il y a des électeurs de droite qui se sont dit, tiens, ils existent encore. En plus, ce qu'ils disent est intéressant. Ces débats, ça fait des bonnes audiences. Et donc, peut-être que le projecteur a un peu changé. Il s'est déplacé de Zemmour vers les LR. C'est pas forcément durable, ça. Najwa El Haïty.
Moi, je pense que Éric Zemmour n'a pas fait sa mue de polémiste à candidat à l'élection présidentielle. Parce que quand vous passez chaque instant à diviser, à mépriser une partie de la population, et je pense, on parlait des femmes, mais pas que. Il y a aussi mépriser Marine Le Pen. Hein. Mépriser Marine Le Pen en disant elle est incompétente, elle est nulle. Non, mais il le paye là. Non, mais là, il le paye. Là, il le paye. Là. Quand vous tordez de manière nauséabonde l'histoire, eh bien, vous attirez la détestation. Et c'est vrai que là, il a additionné les déconvenus. Et tous les Brian et les Kevin, parce qu'il a aussi parlé des prénoms anglo-saxons. Donc, tous les Brian et les Kevin de France sont vexés. Ensuite, donc, je fais ce constat-là que tout le monde sur ce plateau peut faire. Mais il a imposé quand même certaines thématiques. Il faut le reconnaître, puisque à droite, du coup, on parlait d'immigration. Alors, on parle... pardon, François ? Je vous écoute. Ah oui, d'accord. On parlait immigration, on parle sécurité dans les débats. Enfin, il y a eu... Islamisme. Oui, islamisme également. Donc, il a su imposer aussi des débats. Donc ça, les débats, des thématiques à la campagne, notamment des primaires. Donc, on avait l'impression par moment, même Marine Le Pen, elle courait après ces thématiques. C'est vrai et c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que moi, chaque fois, je me fais bâcher. Mais oui, mais vous avez tort. François. Vous allez nous dire encore une fois que le sujet numéro 1, c'est le pouvoir d'achat et que les gens se fichent. Non, la sécurité, on ne peut pas négliger aussi ces thématiques-là. Que toutes les présidentielles commencent sur l'immigration et la sécurité et se terminent toutes sur la vie chère, bien souvent. On l'a vu avec Lionel Jospin, peut-être. Bien sûr, mais oui. Non, Lionel Jospin, ce qui l'a tué politiquement, vous savez ce qui commence. C'est la sécurité. Je voudrais terminer parce que cette campagne, je crois bien la connaître, et il commence à baisser avec l'État ne peut pas tout, Michelin, et son impossibilité de régler le problème social d'élus. Donc je vous dis, non, c'est on vraiment n'est pas là pour parler de la campagne de 2002. Voilà, je voulais juste dire que je ne crois pas du tout. On est, comme toujours, il est impossible de savoir quels sont les débats. Tout le monde est obsédé par l'immigration. Les Français ne sont pas obsédés par ça. Mais l'immigration, l'immigration, Françoise, a changé. L'immigration et la sécurité de 2021 et 2022, c'est plus le même sujet que l'immigration. Je vous dis juste. Moi, je vous dis que c'est devenu un sujet on peut prégnant. Pas le nier. Quand vous êtes dans Paris et que vous voyez des tentes. Non mais attends, je peux m'exprimer également. Non mais Françoise, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans Paris, vous voyez aussi sous certains ponts des tentes de familles. Oui, c'est la pauvreté aussi liée, et on ne peut pas lier à l'immigration. C'est la vérité. Je vais vous dire que je vais vous mettre d'accord. Et donc vous répondez quoi à ça? Et donc c'est une question, en même temps, thématique. Un mot de Françoise et ensuite Guillaume. Je voulais juste dire, je termine en disant que vous pouvez me raconter toutes vos fadaises. Non, c'est pas des fadaises. Vous verrez que, mais je ne nie pas le problème de l'immigration et de la sécurité, vous verrez que dans les urnes, ce qui l'emporte tout le temps à toutes les élections, c'est la vie chère, c'est le pouvoir d'achat, là, ça va être la pauvreté qui est en train de s'inviter dans le débat. Les gens sont heurtés, vous allez voir. Si personne s'en parle, c'est ça qui va s'inviter. C'est l'écologie également. Mais qui l'emporte. Mais oui, mais on va. Moi, je vais. Pardon, j'ai juste une chose, Françoise. Pourquoi y a-t-il 30% ou 32% de Français qui s'apprêtent, qui seraient prêts à voter pour la... Non mais attendez, pour la droite nationale, c'est pas parce qu'il y a une génération spontanée de fascistes qui a émergé en France. C'est bien parce que ce sujet est devenu... c'est une majorité de Alors, Français. Non, Guillaume peut vous mettre d'accord. Je dis que ça démontre que c'est un sujet mais tellement quotidien. C'est un sujet Guillaume, important. visiblement, a la solution pour vous mettre d'accord. On écoute Guillaume Roquette. Je vais vous dire, la clé de votre débat, elle est dans le Figaro, comme souvent. Et dans une passionnante interview du géographe Christophe Guilluy, vous savez, l'homme qui avait théorisé la France périphérique. Et Guilluy dit, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de Français qui ressentent ce qu'il appelle, lui, une triple insécurité sociale, identitaire et physique. C'est-à-dire que, donc, vous avez là le social avec la désindustrialisation, les méfaits de la mondialisation, le physique avec l'insécurité, et où aujourd'hui, partout dans le moindre village en France, vous avez des cambriolages, vous avez les trafics de drogue, et identitaire avec l'immigration. Et donc, je pense que si vous traitez qu'un seul de ces sujets, vous n'y arrivez pas. Ça a été la force de Marine Le Pen, c'est de les agréger. Voilà. Et je pense que cet électorat-là, il est prêt à suivre quelqu'un qui ne parle pas seulement du pouvoir d'achat. Un dernier mot, Renaud. Oui, un mot.
Je crois que je suis assez d'accord avec ce que dit Guillaume Roquette, mais le problème d'Éric Zemmour, c'est que premièrement, lorsque vous faites une campagne présidentielle, il faut, je regrette, dégager un minimum d'empathie. Oui. Vous disiez, il veut rester tel qu'il est, Éric Zemmour, Guillaume Roquette, depuis le début. Mais qui est Éric Zemmour? Qui est-il? Pour les gens qui le connaissent au quotidien, il peut avoir peut-être un côté affable, et c'est vrai. Mais pour les Français qui ne le connaissent pas, il ne montre depuis 3 mois, 4 mois que du narcissisme, de la fierté, j'ai toujours raison, et personne n'a grâce à ses yeux, comme s'il voulait montrer de l'agressivité et de la division en permanence. Je ne crois pas qu'on peut quand même monter au-delà de 17, 18, 19 en étant sur ce caractère aussi peu sympathique au sens réel du terme. Et deuxièmement, je regrette, si le modèle de la droite identitaire, c'est Viktor Orban en Hongrie, c'est le dirigeant polonais ou d'autres dirigeants de l'Est de l'Europe. Ils n'ont pas passé leur temps à faire des dérapages. Regardez les campagnes de Viktor Orban en Hongrie, qui ont été des campagnes victorieuses. Ce n'est pas des campagnes de trublions où vous tenez une arme automatique comme dans un salon du jouet et vous divisez toute la journée les Hongrois. Il y a aussi des présidents centristes, en l'occurrence M. Lagarde de l'UDI, qui disait qu'on aurait dû mettre une balle dans la tête de Zemmour. Parlons pas de Lagarde. Mais je veux dire, moi, ce que je pense, juste un mot là-dessus, c'est que de toute façon, aujourd'hui, c'est Zemmour la cible. Et si Zemmour disparaît, ce sera Marine Le Pen qui sera la réincarnation d'Hitler. Ça ne changera pas. Et s'il disparaît, ce sera Éric Ciotti. Et en attendant, justement, vous évoquez Éric Ciotti. Mais parfait, Guillaume. On va parler des Républicains. Les Républicains qui s'organisent justement à droite à une semaine du Congrès. Relativement sage. Non, mais promettez-moi qu'on va parler de l'affaire Muselier. Mais bien sûr qu'on va en parler, Éric. C'est un must. Renaud Muselier, président de la région PACA, qui apporte son soutien à Xavier Bertrand. Voilà ce qu'il dit sur Twitter. Il a l'expérience nécessaire, il respecte nos valeurs, contrairement à certains de nos cadres qui trahissent notre héritage. Petit pic à Éric Ciotti. Réponse d'Éric Ciotti sur Twitter. Muselier, petit télégraphiste de Macron, apporte son soutien à Xavier Bertrand en m'attaquant et en attaquant le président Les Républicains des maires de France, David Lisnard, dans des thèmes orduriers et grossiers. Est-ce que Xavier Bertrand accepte ce soutien et valide de telles attaques? Xavier Bertrand a donc répondu dans la foulée. Non, je vous mets la réponse de Xavier Bertrand. Non, mais mettez... Ouh là là, le suspense. Le suspense. Est-ce que Xavier Bertrand a répondu? Est-ce que vous avez... Donc on a, attention, il a répondu, on a un Muselier, LR, proche de Macron, qui soutient Bertrand. C'est le baiser de la mort. En dégommant au passage celui qui est tout près de lui dans le sud-est, Éric Ciotti, ils se détestent l'un et l'autre cordialement. Et il envoie son soutien comme ça dans le Nord à Xavier Bertrand, le candidat LR. Et maintenant, vous avez vu cette petite respiration, ce sens de la dramaturgie. Et maintenant, la réponse de Xavier Bertrand. La réponse de Xavier Bertrand à Éric Ciotti et donc à Renaud Muselier. Renaud Muselier a choisi de m'apporter son soutien, mais je ne peux en accepter les termes. Ces attaques contre Éric Ciotti et David Lisnard sont inacceptables. Il rejette donc le soutien de Renaud Muselier, trop macro-compatible selon lui. Oui, parce que, pour reparler 10 secondes d'Éric Zemmour, quand il dit Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou même Michel Barnier, ils concourent pour être Premier ministre d'Emmanuel Macron, eh bien, le ralliement de Muselier à Bertrand a crédité cette thèse, puisque je vous rappelle que Renaud Muselier a été élu président de la région Sud grâce à La République En Marche, grâce à Jean Castex qui a demandé qu'on retire la liste En Marche. Et 15 macronistes sur sa liste régionale. Oui, c'est ça. Si LR est une force d'appoint d'En Marche, alors cette élection n'a plus de raison d'être. Et Xavier Bertrand l'a compris. Donc il n'est pas tombé dans le piège. Effectivement, et je pense qu'Éric Ciotti, quand il a appris ce ralliement de Muselier, il s'en est réjoui en disant ça va me donner un angle d'attaque. Honnêtement, c'est le baiser de la mort. C'est un baiser qui est donné par Emmanuel Macron. Il ne faut pas se tromper. Là, c'est encore. C'est Macron qui est délégué de Muselier. Mais bien sûr, ça, moi je les vois, on les voit tous faire, on les connaît bien. Mais non, mais écoutez, tous les conseillers, on les connaît. Comment ils sont à la manœuvre, comment est-ce qu'on peut arriver à ces Républicains quand même, parce que ça embête quand même l'Élysée, parce que quand même ces Républicains font des débats. Le Zemmour qui arrangeait bien Macron est un peu en train de baisser là. Ces Républicains et puis ce Xavier Bertrand, là, il a quand même du fighting spirit, etc. Comment on fait? Tiens, on va lui donner un soutien. Je trouve que la réponse de Xavier Bertrand est assez intéressante. Elle est faite très joliment. Je pense que Emmanuel Macron a mal digéré la défaite, la déculottée à l'élection de l'Association des maires de France.
Donc voilà, je crois que tout ça est une coproduction. Je ne dirais pas que c'est Emmanuel Macron qui a appelé Renaud Muselier en disant tu veux pas penser ça, mais je sens que dans les conseillers de l'ombre, tout ça, ça fait partie des stratégies pour essayer encore d'empêtrer, de continuer l'ambiguïté. Macron, la droite, Muselier, Xavier Bertrand, et ça a échoué. Non, mais sans langue de bois, c'est vrai que vous parliez du baiser de la main, c'est le baiser de Judas. Non mais c'est la petite magoulette. Non mais dans le sens où tout le monde sait que Renaud Muselier a été, vous le rappeliez Julie, élu avec des candidats macronistes, de Territoire de Progrès également, et donc on sait qu'il est macro-compatible. Et donc heureusement, j'allais dire, que Xavier Bertrand, étant candidat aux primaires, eh bien, il prend de la hauteur et il se dégage de tout ça en dénonçant et en refusant surtout le soutien de Renaud Muselier. On n'en attendait pas moins de lui. Hein. Mais il y a un gagnant de l'épisode. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un gagnant de l'épisode. Ciotti, je suis d'accord. Éric Ciotti. Ouais. Pourquoi Éric Ciotti, ce soir, aux 20h de TF1, quelle consécration quand même. Ça vaut la peine d'être candidat au Congrès. Hein. Faites le 20h de TF1. Franchement, Éric Ciotti, taux de notoriété en 2 mois et demi. Alors je peux vous dire, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas Éric Ciotti. Éric Ciotti, il remplit les salles. Hier, il était à Mandelieu. Il a fait une salle pleine. C'est devenu... Bon, c'est Zemmour sur les dérapages, Éric Ciotti, sur le fond. Et là, la détestation par Renaud Muselier, qui effectivement, en PACA, c'est le traître. C'est le traître. Et ben, je peux vous dire que Éric Ciotti, que beaucoup, on verra bien, donne le 4 décembre, pourquoi pas en tête au premier tour, eh bien effectivement, il se réjouit d'être désormais au centre, au cœur de la famille républicaine. C'est Ciotti. Et il peut vraiment créer la surprise, là, le 4 décembre prochain, Éric Ciotti ? Honnêtement, personne n'en sait rien. C'est insondable, parce que le corps électoral est tellement réduit que tout est possible. On peut dire que Éric Ciotti a bien compris l'état d'esprit des militants, mais les militants, ils ont aussi envie de voir leur candidat à l'Élysée, et pour l'instant, Éric Ciotti n'est pas dans la course des présidentiables. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas médiocre, cette histoire. C'est pas juste un petit piège, c'est le reflet du problème existentiel des républicains, c'est-à-dire qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont la droite et le centre, ou est-ce qu'ils sont la droite tout court? Et donc vous avez des gens qui, de bonne foi, comme Édouard Philippe, comme Christian Estrosi, comme Renaud Muselier, même si avec celui-ci c'est peut-être pour des raisons plus tactiques, qui considèrent qu'aujourd'hui, le centre droit, il est au pouvoir. Il est à l'Élysée avec Macron, avec Darmanin, avec Castex, avec Le Maire, et que donc il n'y a aucune raison que les LR restent à l'écart de ça. Et c'est aussi l'une des forces de Ciotti peut-être, c'est que c'est lui qui dit avec le plus de clarté, eh ben non, moi je ne regarde pas vers le centre, je regarde vers la droite. Guillaume, vous avez raison, mais Muselier n'a rien à faire chez les Républicains. C'est terminé pour Muselier. Mais de toute façon... Et d'ailleurs, il va, je vais vous dire, il va dans les semaines et les mois qui viennent quitter les Républicains. Non, mais c'est comme... Il a plus rien à faire. Pas en même temps. C'est comme Jean-Pierre Raffarin, c'est comme tous ces gens. Mais il quitte les Républicains. Mais tous ces gens n'ont jamais... Moi, c'est mon point de vue. Ils n'ont jamais été de droite. Ces gens n'ont jamais été de droite. Mais bien sûr. C'est des centristes, c'est parfaitement honorable. Mais aujourd'hui, il faut que la clarification aille jusqu'au bout. Chez Philippe. Guillaume, moi, je ne pense pas, Guillaume et Renaud, je n'ai pas dit que c'était une petite... je pense que c'est une charge qui continue dans l'ambiguïté. Je pense que c'est quelque chose qui continue, qui est fait encore une fois pour ficeler et créer à nouveau, vous savez, chez Trotsky, on dit créer des cabanes, on fait des écrans de fumée, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde ça se dit mais qu'est-ce que c'est, où sont les Républicains? Moi je crois que ça traduit ce genre d'offensive, parce que vous pouvez considérer que c'est Renaud Muselier. Non, je pense que ça se fait dans un cénacle de macronistes. Je ne dis pas encore une fois que c'est Emmanuel Macron qui est au courant mais de ça, mais ça se fait là-dedans. Comment est-ce qu'on peut ficeler les Républicains? Parce que je pense que Emmanuel Macron voit quand même que la petite histoire des Républicains, la petite machine des Républicains, eh ben, elle n'est pas si grippée que ça. Elle fonctionne un peu. Est-ce que ce soir, le seul qui peut battre Emmanuel Macron au second tour, c'est la droite. Hein. Objectivement, c'est ni Marine Le Pen, ni Zemmour. C'est pour ça qu'il va dans... Remettez-moi la phrase, s'il vous plaît, de Xavier Bertrand, que je trouve très bien ficelée. Regardez, relisez la phrase de Xavier Bertrand qui refuse le soutien de Renaud Muselier. Vous allez la voir apparaître. La question qui se pose, c'est est-ce que Renaud Muselier a choisi de m'apporter son soutien, mais je ne peux en accepter les termes. Ces attaques contre Éric Ciotti et David Lisnard sont inacceptables. Est-ce que finalement, dans cette petite algarade, cette petite bagarre qui s'est tenue par médias sociaux interposés et par interviews interposées, est-ce que Xavier Bertrand sort
grandi ce Moi, je soir. trouve qu'il marque un point. Ah oui. Il sort très vite. Il n'a pas perdu de temps. Moi, je me disais, moi, je vois un truc comme ça. Je dis, oh là là, combien de temps il va mettre à réagir? Il réagit tout de suite. Il réagit dans des très bons termes. C'est très clair, c'est très précis. Il continue sur son chemin. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, cet homme, peut-être pas très charismatique, mais entêté, persévérant, à la fin des fins, peut tirer son épingle du jeu de la désignation du LR. Parce que On je trouve qu'il ne rappelle fait pas d'erreur. Renaud Muselier qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux demain matin. Donc il aura, Oui. il aura l'occasion de répondre à Éric Ciotti et Xavier Bertrand. Il y en a un qui met des bâtons dans les roues aux Républicains, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe qui donne une interview dans le Figaro demain et on a déjà quelques extraits. Voilà ce qu'il dit par exemple sur le Congrès Les Républicains. Il y a 5 ans, on faisait trancher des choix programmatiques par plus de 4 millions d'électeurs de la droite et du centre. Aujourd'hui, il y a 5 candidats qui veulent faire arbitrer leurs ambitions par 150 000 personnes, à qui donnent l'impression de faire la course à celui qui sera le plus à droite. Et puis il dit à tous ceux qui, venant de la droite et du centre, veulent dépasser les vieux appareils et servir leur pays, je leur dis évidemment bienvenue. Édouard Philippe, donc clairement en marche. Oui. Bah oui. Mais il recrute. Il Guillaume. recrute pour votre champion. Vous êtes une macroniste de gauche. Lui, c'est un macroniste de droite et il essaie de recruter. Et que j'apprécie puisqu'il a été un très bon maire. J'ai été d'ailleurs élue dans l'opposition au Havre et donc il a fait beaucoup pour la ville du Havre. Une fois que j'ai dit ça, bien sûr, il essaye d'attirer le maximum d'élus de droite en faveur du président qui n'est pas actuellement candidat puisqu'il a... Il a rien annoncé pour le moment, mais en tous les cas, il fait son travail. Il a affirmé sa loyauté depuis plusieurs mois quand même au président de la République. Eh bien, j'allais dire, il déroule. Il déroule. Après, les petites tacles à son parti, il n'est pas le seul à le faire. Certains à droite ont regretté une primaire fermée sur elle-même, c'est-à-dire les 4 millions, c'était une primaire ouverte. Et bien là... Mais il peut entraîner donc, parce qu'il est populaire à droite, Édouard Philippe, parce qu'il peut entraîner des républicains vers Emmanuel Macron. Je pense que ceux des républicains, des sympathisants républicains qui sont partis vers Emmanuel Macron ne reviendront pas. Et que donc cette clarification, elle est en train de se terminer là. Ce que je constate, c'est que, évidemment, Édouard Philippe a raison en disant il y a moins de gens qui votent qu'en 2016. Mais en revanche, quand il dit c'est toujours plus à droite, François Fillon n'était pas le plus à gauche des candidats de la droite en 2016. Donc je pense que les militants, les sympathisants, qu'ils soient encartés aujourd'hui ou simples sympathisants en 2016, eux, ils n'ont pas bougé. Eux, ils sont à droite. Ce sont leurs chefs, comme Édouard Philippe, qui... pour des raisons qui sont respectables, parce qu'ils se sentent tout à fait en affinité avec Emmanuel Macron. Ce sont ces gens, en fait, vous savez, c'est Pasqua qui disait, à l'époque où il y avait le RPR et l'UDF, il disait le RPR fournit les électeurs et l'UDF fournit les élus. Et bien là, les élus, ils sont aujourd'hui avec le nouveau Giscard qui est à l'Élysée, qui est Emmanuel Macron. Et encore une fois, ce sont des gens de valeur. Et puis, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette ligne-là, je pense que c'est eux qui vont désigner le candidat. Et d'ailleurs, les 5 prétendants s'y sont pas trompés, parce que là où c'est vrai, c'est qu'il y en a qui sont à droite, qu'on savait déjà, d'autres pour qui c'est une bonne surprise. Ce qui est intéressant, juste un mot, ce qui est intéressant dans l'interview demain dans le Figaro d'Édouard Philippe, c'est qu'il parle, et c'est le nerf de la guerre, je suis désolé, ça fait politique politicienne, mais il parle des investitures aux législatives du mois de juin, parce que derrière chaque député, il y a le financement des partis politiques, le financement public, l'argent que nous donnons avec nos impôts aux partis, c'est en fonction du nombre de députés que vous avez. Et que dit Édouard Philippe demain dans le Figaro? C'est qu'il va présenter des candidats, qu'il veut présenter bien sûr des candidats horizon. Et ce soir, je peux vous dire que la maison commune qui a été créée par Richard Ferrand, Castaner et Édouard Philippe et Bayrou, elle est déjà fissurée. Elle est fissurée pourquoi? C'est parce qu'au départ, on dit bon, les investitures, ça va bien se passer, mais Édouard Philippe leur dit, je peux vous dire que les négociations entre mon parti Horizon, La République En Marche, le Modem, bref, les 5 ou 6 boutiques à l'intérieur de ça, ils vont circonscription par circonscription dire, alors, moi, je suis le meilleur, j'ai un mec qui est très bien implanté. Non, moi, j'ai une femme qui est très, très bien implantée. Alors, qui a l'étiquette majorité présidentielle au mois de juin? Je peux vous dire que ça va batailler sec. Et dès demain, circonscription par circonscription, ça va négocier sec du rapport de force.
Renaud, ça va batailler entre qui? Entre Horizon, parce que qu'est-ce qu'il y aura dans la maison commune? Horizon, Bayrou. Agir, Territoire La République en marche, République en marche, le Modem, Territoire Territoire de progrès. Territoire de progrès, Ne nous oubliez pas. la gauche, Surtout sur les Français. la gauche macronienne, donc Agir, le Modem, La République en marche, Horizon, Territoire de progrès. Territoire de progrès. Déjà 5. Ils vont tous dire, moi je veux un candidat pour la législative. Voilà, moi le mien est meilleur, moi le mien. Et puis les députés Oui, mais macronistes qui ont été... pourquoi? Parce que un groupe parlementaire, c'est ce qui vous permet d'exister politiquement. Sans groupe parlementaire, vous ne pesez pas. Eh bien, Exactement. Vous ne pouvez pas poser de questions, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien Regardez Marine Le faire. Pen, ils ont rien pu Donc faire. après, il y aura une commission d'investiture, et bien après, ça se réglera. On a quitté les hauteurs de la grande politique, là. Expliquez-moi ce qu'il y a comme différence de fond entre François Bayrou et Édouard Philippe, à part le fait qu'ils veulent tous les deux être calife à la place du calife, même s'il y en a un qui ne l'assume pas. Sinon, ce sont les mêmes. Donc là, on est vraiment dans On décrypte, Guillaume, j'ai un mot, on décrypte, et tout ça montre quoi? Tout ça montre à quel point, et ça n'a pas été assez dit, et ça a pas, parce que c'est resté secret, à quel point la rupture entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il y a des mois, a été violente. Violente entre les deux hommes, c'est resté secret. Désormais, Édouard Philippe, il veut sa part de gâteau. Bien, les indiscrets insomniaques, mesdames, messieurs, Renaud Pila est là. Vous êtes prêts à entendre des choses qui dérangent, des informations qu'il est allé chercher à l'arrache en téléphonant à ses contacts dans les ministères, des contacts anonymes. Les voilà, les indiscrets insomniaques. Et on commence, Renaud, avec la préparation du meeting d'Éric Zemmour le 5 décembre à Paris, avec une réunion de sécurité qui s'est tenue cet après-midi, c'est ça? Oui, parce que, effectivement, le 5 décembre, grand meeting, normalement au Zénith d'Éric Zemmour, premier grand meeting, il se sera déclaré avant, donc la semaine prochaine, et évidemment, la préfecture de police de Paris surveille avec, je peux vous dire, la plus grande attention la tenue de ce meeting. Cet après-midi, une première réunion s'est tenue à la préfecture de police de Paris avec les organisateurs qui, disent-ils, auraient déjà à peu près 7000 inscriptions. Or, le Zénith de Paris, la jauge, comme on dit, le nombre de places disponibles, c'est entre 2005 et 5005-6000. Donc, la préfecture de police de Paris leur aurait dit, alors là, vous êtes trop nombreux, alors vous allez soit réduire la jauge, c'est-à-dire vous pouvez, ça y est, il y a des rideaux dans les salles. Il faut bien regarder dans les meetings, regardez s'il y a des rideaux au fond. En général, on vous dit, on était 6000, 5000 dans une salle qui contient, puis en fait, vous avez vu que les rideaux ont avancé et qu'ils étaient finalement 2000 au premier rang. On verra donc la taille des rideaux au Zénith le 5 décembre pour savoir combien ils sont. Aussi, tu l'as fait Et souvent. si effectivement ils sont plus de 5000, eh ben, ils devront changer de salle. Ça m'étonnerait qu'ils changent de salle parce que réserver une salle comme ça, c'est très compliqué, surtout en ce moment. Donc, ils vont réduire normalement leurs 5000 à 5000, 5500 places. Et puis, la préfecture de police de Paris, de toute façon, les meetings d'Éric Zemmour vont être extrêmement protégés parce qu'ils craignent vraiment, notamment à Paris le 5 décembre, les antifas. Les antifas, on les a vus à Lille, on les a vus... où est-ce qu'on les a vus aussi à Biarritz, à côté de Biarritz, hein, dans des zones où je peux vous dire qu'on ne veut pas d'Éric Zemmour. Donc la réunion du 5 décembre, à haut risque, et effectivement, du côté de chez Éric Zemmour, on prend ça très au sérieux parce qu'en gros, on sait qu'on n'a pas le droit de se louper. On n'a pas le droit de se louper. Oui, si le meeting du 5 est raté, là, c'est compliqué. Juste un mot de sémantique sur ce que dit Renaud Pila, et même si je sais que c'est l'usage de les appeler comme ça, moi, je suis gêné par ce terme d'antifa. L'antifascisme, pour moi, ça ne consiste pas à interdire l'exercice normal de la démocratie en balançant des projectiles sur des gens qui veulent se réunir dans une salle pour écouter un leader politique. Mais sur le fond, je partage tout à fait ce que vous dites. Oui, c'est juste sur le nom de ces gens. Oui, pour moi, ce sont des casseurs. Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas les antifas. Les antifas ne sont pas les FFI. On voudrait juste dire qu'en matière d'organisation, ça dépend. Les partisans italiens, si. On voulait dire qu'on s'y connaît et que s'il y a trop de monde au Zénith, on met juste, ça s'appelle des écrans à l'extérieur. On a souvent fait ça. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Après, Éric Zemmour fait évidemment monter sa mayonnaise. Je ne sais pas s'ils seront 5000, 7000. Nous n'en savons absolument rien, nous comprenons. Mais par contre, ce qui est certain... ça fera du monde. Oui, parce que mais pour ça fait du monde. Aucun Écoutez, parti n'arrive à rassembler 5, 6, 7 000 personnes. Je voudrais juste rappeler que
une élection ne se fait pas au nombre de gens qui sont dans une salle. Oui, bien sûr, Sinon, Jean-Pierre Chevènement, je peux vous assurer que le zénith de Chevènement, quand il commence à redescendre dans les sondages et qu'il fait justement sa campagne, son zénith, il est bourré à craquer. On Bien en est sûr. sur les toits. Il termine à 5%. Donc attention aussi à ces effets-là de dramaturgie. Mais Non, mais je on a rejoins toujours eu des Guillaume, meetings dans les c'est campagnes inadmissible présidentielles, la c'est une violence. tradition. Même autour des meetings de Zemmour, c'est que je n'aime pas, dont je n'aime pas la posture, etc. Eh bien, c'est inadmissible la violence. On peut pas accepter une présidentielle sous violence. C'est pas possible. Je tiens à vous dire que nous venons d'apprendre, ça c'est un indiscret insomniaque. Vous allez voir, on vient d'apprendre qu'une autre ministre est positive au Covid, c'est Brigitte Klinkert, qui doit être secrétaire d'État. La ministre déléguée à l'insertion. Déléguée à l'insertion, ministre déléguée à l'insertion. Donc, Elle je vient ne sais tout pas, elle a juste, peut-être rencontré Non, mais Jean c'est des gestes Castex. barrières, hein, c'est ça le problème de pas de geste barrière au gouvernement. Donc, deuxième ministre dans ce gouvernement positif Mais il faudrait pas. au Covid. Il faudrait pas, justement, il faudrait pas que ça s'accumule. Moi, je suis Parce d'accord. que les images de Jean Castex la semaine dernière en train de serrer des mains. Avec Darmanin, avec les Voilà, Hauts-de-France, c'est pas bien. l'apéritif de Sébastien Lecornu, un apéritif rhum avec effectivement des élus d'outre-mer et Un autres. peu avant la fête d'Emmanuel Macron, hein, quand même, la fête d'Emmanuel Macron à l'Élysée avec Alors, on nous On dit- revoit ces images, là, c'était à Beauvau. Voilà. Jean Castex qui saluait les élus du Nord, accompagné de Gérald Darmanin, et on le voit effectivement sans masque, qui serre des mains. Jean Castex, Ça, c'est quand pas même, possible. Il était très souvent masqué. Non, mais- On l'a toujours vu masqué, mais effectivement là. Mais ça montre, non mais Julie, vous avez compliqué raison, pour lui. ça montre à quel point on s'est tous relâchés. Jean Castex, c'était quelqu'un qu'on n'a jamais vu sans masque pendant un an. Moi, je l'appelais l'homme masqué. Ouais. Il n'enlevait jamais son masque, il était extrêmement prudent. Là, Vous avez vu franchement, que- c'est plus possible le serrement de main. Tous les médecins nous le disent. Faut refaire le check ou le coude. On serre plus la main là désormais, jusqu'au mois de mars-avril. Vous avez vu que le ministre Clément Beaune a retiré une photo de Jean Castex et lui qu'il avait posté sur Instagram, où l'on voyait donc lui-même, Clément Beaune, sans masque, discutant, c'était hier ou avant-hier, avec Jean Castex. Qui lui était masqué. Qui quand lui même. était masqué, oui. Oui, mais alors, juste un mot sur cette photo. Je vais pas dire un mot sur tout, hein, je vous rassure, parce que l'heure avance. Mais allez-y. mais j'aime bien. C'est Faites pas que votre Françoise de Gois. non. C'est vrai, parce que pendant ce temps, moi, je peux pas Vous parler. c'est ennuyeux. connaissez l'effet Streisand, l'effet Barbara Streisand, c'est lorsque vous avez une tache sur la cravate, faut surtout pas l'étaler, faut pas bouger. Clément Beaune a fait une erreur d'enlever cette photo. Un conseil, c'est si pas vous avez si une photo qui vous grave. gêne Si, sur si, Twitter, faut éviter. ne l'enlevez pas parce que personne n'en aurait parlé sinon. Exactement. Voilà. Donc, C'est- nouvelle ministre donc testée positif au Covid après Jean Castex. On continue avec Marine Le Pen. Renaud, Marine Le Pen qui propose de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Est-ce que cette proposition a été bien préparée? Non, il me semble que non. Alors franchement, il me semble que pas du tout. On dit que Marine Le Pen, effectivement, pour elle, ça va mieux. L'horizon se dégage. On a parlé d'Éric Zemmour, dont la dynamique, pour l'instant, est stoppée, même si c'est pas un trou d'air énorme, mais stoppée. Marine Le Pen a repris du poil de la bête. Elle a désormais une stratégie. Mais là, franchement, moi, j'ai absolument pas compris pourquoi elle propose cette mesure plus démago que moi, tu meurs. Supprimer l'impôt sur le revenu sur les moins de 30 ans. Alors hier, Laurent Jacobelli, hier soir sur ce plateau, n'arrivait pas à nous dire combien ça coûtait. J'ai vu Marine Le Pen le finance à 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Mais supprimer l'impôt sur le revenu, en plus, sur les moins de 30 ans, ça concerne assez peu de jeunes Français. Parce que je peux vous dire que jusqu'à 30 ans, quand on voit le niveau de salaire qui est bas d'une immense majorité des Français de moins de 30 ans, ils ne paient pas l'impôt sur le Alors, revenu. regardez, attendez, ça veut dire que Kylian Mbappé, qui a 23 ans, 22 ans, qui gagne 18 millions d'euros bruts par an, ne paierait pas d'impôt si Marine Le Pen était élue. C'est ce qu'on lui a dit ce matin sur France Inter. Eh oui. Elle a quasiment pas su répondre. Et puis on lui a dit, mais vous allez faire ça pendant 5 ans, donc 5 fois 2, 10 milliards d'euros. Pour qui, en gros? Et tant mieux pour eux, pour des gens qui sont sortis des grandes écoles, qui dès 26-27 ans, dans la finance, ou high-tech, qui ont vendu leur entreprise, il y en a en France, heureusement, gagnent beaucoup d'argent, et eux, ils ne paieraient pas d'impôts. Ils ne paieraient pas d'impôts, alors que vous avez des Français de 50, 55 ans ou 56 ans qui ont des faibles revenus, qui paieraient eux les impôts. Mais qu'est-ce que c'est que cette proposition? Ça s'appelle une proposition démagogique. C'est pour tu ça sais, que- ça s'appelle une Je présidentielle. sais pas ce qu'en pense Guillaume, ce que vous en pensez, mais franchement, Non, mais là, rien. elle a raté son coup. Hein. Mais on peut glisser. Moi, je pense que oui, on peut annoncer des mesures fiscales fortes. Parfois, ça Ciotti, marche. C'est ce qu'avait fait Ciotti. Emmanuel Macron en supprimant la taxe d'habitation. C'est ce qu'a fait Éric Ciotti en supprimant les droits de succession. Et en la voulant flat les tax. supprimer. Et la
flat tax. La flat tax. Et la énorme. flat tax. La flat tax, super. 15% pour tous. Ouais. Absolument. Et la flat tax, qui n'a jamais été beaucoup défendue par des responsables publics en France, sauf à Serge Dassault, à qui je rends hommage, parce que ça fait, pendant des années, il s'est battu pour ça. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, il y a des fois où ça marche pas. Regardez Anne Hidalgo, quand elle a voulu doubler le salaire des profs, on peut pas dire que ça a fait décoller sa campagne. Oui, bien sûr. Mais on est quand même surpris. Pourquoi par vous dites ce ça manque de- On m'a rien dit, moi. Elle décolle pas, la campagne d'Anne Hidalgo? On ne tient pas au courant. Soyez bienveillants avec Non, mais on a quand même provoqué Françoise de Gaulle, là. Moi, je dis rien, je m'en moque. Je vous laisse les chiens à bois, la caravane passe. On est quand même surpris par le manque de préparation. Elle se doute qu'on va lui poser des questions sur les conditions de ressources. Si elle présente une proposition comme ça, elle se doute qu'on va essayer de creuser un petit peu. Là, c'est ça, flou. constitutionnellement, ça ne passe pas. Enfin, à un moment, je veux bien qu'on fasse des propositions comme ça, mais elle doit être entourée aussi de conseils juridiques, j'espère pour elle. Ça ne passe pas constitutionnellement parce que ce serait une rupture aussi d'égalité face à l'impôt. Et donc, moi aussi, je m'étonne de cette proposition complètement démagogue. Ça me fait penser aux 75% de François Hollande, vous vous souvenez, sur les revenus, sortis en plein débat, d'ailleurs, face à Nicolas Sarkozy. Ça lui avait réussi politiquement. Oui, mais parce qu'on a vite éteint l'incendie, parce que objectivement, c'est parce que voilà, c'est trop aléatoire, c'est démago. Julie. Allez, dernier indiscret, Renaud, ça concerne les violences conjugales sur les femmes qui sont sans papier. Gérald Darmanin s'est emparé du sujet, c'est ça? Oui, Gérald Darmanin a proposé sur France Inter ce matin il a demandé au préfet de faire appliquer une disposition qui existe, mais qui n'est pas assez appliquée. C'est, si ce n'est la régularisation, en tout cas le fait de donner automatiquement aux femmes étrangères battues, qui sont victimes de violences conjugales, d'obtenir automatiquement un titre de séjour avant que les conditions soient réunies, normalement, pour le coup, pour avoir un titre de séjour. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a violence conjugale, des femmes qui sont en France sans papier n'osent évidemment pas aller au commissariat pour porter plainte, parce qu'en allant au commissariat, ces femmes battues prennent le risque, ou en tout cas craignent évidemment d'avoir des problèmes, comme elles sont clandestines, avec la police. Et donc Gérald Darmanin a demandé au préfet de faire appliquer cette disposition, parce qu'il considère, et Marlène Schiappa, on sait que c'est une des luttes de son quinquennat, que parmi les violences conjugales, il y a aussi les violences conjugales de femmes sans papier qui sont en France et qui, du coup, restent chez elles, dans la peur, et ne portent pas plainte. Une instruction va être donnée au préfet pour faire appliquer ces dispositions. Elle est peu connue, mais Gérald Darmanin, en tout cas, tient à faire appliquer cette disposition légale. C'est en tout cas ce que nous a confirmé son entourage, par l'intermédiaire d'Alexandra Guillet, journaliste au service police-justice, et ils insistent vraiment, effectivement, pour que tout ça soit appliqué, même si, ça peut faire débat. La joie? Pour moi, ça ne fait pas débat, c'est plutôt une très bonne chose, parce que vous parliez de violence conjugale, mais pour avoir aussi vu des femmes qui étaient répudiées aussi par leur mari quand ça allait plus, etc. Et elles devaient retourner au pays dans des conditions, je peux vous dire, dramatiques. Et vous avez des femmes, du coup, qui ne savaient plus quoi faire. Toute leur vie, la majeure partie de leur vie, elles l'ont basée en France, avec quand même des repères. Et là, vous avez une forme de répudiation qui est d'une extrême violence. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour répondre, vous l'avez dit, aux violences conjugales, où là, ça leur permet d'aller porter plainte, d'aller déposer plainte et d'être accompagnés. Et puis, au-delà de ça, vous avez vraiment, ce que je disais, ces répudiations qui sont une réalité du quotidien de ces femmes qui ne disposent pas de la nationalité française. Bravo. Moi, je ne suis pas contre ce genre de mesures, mais qu'on commence par expulser les maris violents. Je veux dire, ce qui est quand même ahurissant, c'est que vous avez aujourd'hui des gens qui commettent des violences, qui sont des étrangers en France, parfois en situation irrégulière, et qui, dans le meilleur des cas, sont mis hors d'état de nuire, mais en France, qui ne sont pas expulsés. Là encore, on devrait être beaucoup plus sévère. On revient sur la difficulté d'expulsion. Ben oui. Les visas réduits annoncés par Gérald Darmanin il y a 2 ou 3 mois pour essayer de faire avancer ces dossiers. Mais ça reste effectivement, pour le coup, on parlait du Congrès LR, l'immigration sur ces sujets-là et l'insécurité reste l'angle mort
d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Oui, mais quand même, Gérald Darmanin s'empare de ce sujet, c'est remarquable. Un autre indiscret. Notre confrère Guillaume Roquette a un indiscret. Le ministère de l'Intérieur a publié ces chiffres avec les taux d'exécution de ce qu'on appelle les OQTF, obligations de quitter le territoire français, c'est-à-dire la réalité des expulsions des clandestins. Eh bien, au premier semestre 2021, c'est un record historique. Jamais elles n'ont été si basses. Il n'y a que 5,6% des clandestins expulsables qui sont effectivement expulsés. En 2012, c'est-à-dire avant que François Hollande arrive au pouvoir, on était à 22,3%. Encore une fois, malgré les rodomontades et les déclarations de Gérald Darmanin sur la baisse du nombre de visas temporaires, etc., ben on n'y arrive pas. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que j'avais le sentiment que les différents ministres de l'Intérieur s'arrangeaient avec ces chiffres, avec la vérité. Là, que quelques mois avant la présidentielle, Darmanin et le ministère de l'Intérieur donnent des chiffres qui sont mauvais en matière de raccompagnement aux frontières, ça démontre... Soyons complets, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais qui viennent d'un rapport du Sénat. Oui. Point 1. Point 2, c'est au premier semestre, donc peut-être opportunément nous expliquera-t-on... Et la mesure des visas n'est pas encore intégrée parce qu'elle a été prise après ces chiffres. Voilà. Et puis, c'est un rapport du Sénat, on connaît bien la couleur politique du Sénat, donc on va ce sont des chiffres officiels. Les amis, pas répondre. Les amis, voilà, il est 23h54, nous n'avons plus 20 ans. Hein. Nous allons rentrer sagement à la maison. Mettez votre masque. Oui, quant à vous, mesdames, messieurs, il vous reste encore une possibilité qui n'est pas négligeable. Et je dirais même qu'elle est assez qualitative. C'est d'attendre quelques instants pour tomber sur le minuit pile. Et là, n'allez surtout pas vous coucher. JT politique dans un instant avec Renaud Pilat. Il y en a encore des infos. Politique insomniaque. Il y en a encore des infos. Pour les gens qui aiment la politique et qui sont insomniaques, une niche, comme dit Éric Brunet. Et le masque. Et n'oubliez pas, attendez, ce journal, le Minuit Pile, c'est le journal que toutes les chaînes d'infos nous envient. Nous envie, mesdames, messieurs. Bon, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons bien évidemment pour Brunet et compagnie demain à partir de 22h avec une équipe, mais alors cette fois-ci de très très haut niveau. Des éditorialistes remarquables. On aurait été les remplaçants, nous, c'est ça. Tu vas voir, toi, tu vas voir. Merci beaucoup.